Bonjour à tous. Le Centre culturel italien Dante Alighieri est très heureux d'accueillir M. Alberto Nessi et que la Comédie du Livre nous ait donné la possibilité d'accueillir cet écrivain tessinois, suisse, auteur de poèmes et de romans, vous verrez, de récits, que Paola Farolfi, qui est écrivaine, traductrice et professeure de littérature à la Dante Alighieri, qui va donc l'interviewer. Un invité surprise, M. Pascal Cotin, qui est un des éditeurs d'Alberto Nessi, si j'ai bien compris, aux éditions En Bas, voilà, qui assurera des moments de lecture de l'œuvre d'Alberto Nessi. Merci à Lina qui assure la captation vidéo, et merci bien sûr Alberto Nessi d'être là, et à la Comédie du Livre d'avoir accepté cette rencontre. À bientôt. Bonjour, buongiorno a tutti et bonjour à Alberto Nessi. C'est un vrai privilège pour moi de vous présenter un auteur comme Alberto Nessi, poète et romancier tessinois, auteur sûrement on peut dire engagé, l'un des auteurs les plus connus en absolu de la Suisse italienne. C'est un homme très attaché à sa terre natale, donc ce Tessin qu'il a eu l'occasion de définir méconnu, on verra bien pourquoi, et dont il dressait le portrait déjà il y a plus que 30 ans dans Rabbia di Vento, et je pense que c'était le pays oublié en français. Donc c'est difficile de le définir parce qu'il n'aime pas être étiqueté dans des définitions, donc je ne vous dirai pas qu'il est un poète des humbles ou poète social. On va plutôt découvrir ensemble ses qualités, ses caractéristiques et les idéaux qui l'animent et qui transpercent toutes ses œuvres. Donc, Alberto Nessi est né à Mendrisio, la région de Mendrisiotto au Tessin, en 1940. Puis il a grandi à Chiasso et maintenant il s'est déplacé d'une ville à une zone encore plus au milieu de la nature qu'il aime tellement. Et donc il vit à Brusella, dans la vallée de Muggio. Donc au début, il a écrit de la poésie, beaucoup de poésie. Puis il est passé aussi à la prose, on verra un peu de l'un et de l'autre. Par exemple, comme récolte de poésie, Les joues ouvrables, Sur les marges, La couleur de la mauve, Ras du sol, et un livre très intéressant qui est sorti plus récemment, c'est cette anthologie qui est une récolte donc des poésies, des poèmes qu'il a écrits entre le 1969 et le 2009. Donc une anthologie et qui est publiée directement en 2 langues. Donc il y a Ladro di minute, mais aussi directement Voleur de détails. Puis aussi la prose, donc par exemple Terra Matta, où il parle encore du Tessin, et je pense là plutôt encore des années 20 et 30 plutôt. Et on parlera plutôt de quelque chose de plus récent, donc la semaine prochaine peut-être, et une récolte de récits très intéressants pour moi qui s'appelle Milo. Donc un dernier détail que je voudrais vous donner sur Alberto Nessi, c'est qu'il a obtenu le Grand Prix suisse de littérature en 2016. Et c'est donc une reconnaissance très importante pour sa terre, pour toute la Suisse italienne, parce que dans toute la Suisse, c'est reconnu qu'en Suisse, on parle aussi l'italien.
pour commencer à écouter Albertonesi, je voudrais donc qu'il nous raconte comme première chose le Tessin, donc cette terre, une terre qu'il a appelée terre amata, donc une terre folle, une terre de frontières, une terre donc à côté d'une Italie aussi des marges. Et donc je voudrais vous demander le Tessin d'aujourd'hui et le Tessin de vos souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Bonsoir, merci. Alors c'est un peu difficile de parler du Tessin en 2 minutes. En tout cas, nous, on est la région la plus méridionale de la Suisse. Moi, je suis né près de la frontière avec l'Italie. Et presque tous les jours, je vais en Italie prendre les journaux pour suivre la politique italienne qui est terrible. Et elle est plus intéressante que la politique suisse. Alors voilà. Et alors j'ai une espèce de familiarité avec la frontière, avec l'Italie, parce que quand j'étais enfant, j'allais à Ponte Chiasso, j'habitais à Chiasso, qui est une ville de frontière, et j'allais à Ponte Chiasso acheter les oranges et le vin italien. Et voilà, il y a une familiarité, mais vous savez, il y a eu une période avant que ma naissance où il y avait une espèce, où la frontière était un mur entre l'Italie et la Suisse à cause du fascisme, de la dictature. Maintenant, c'est plus comme ça. Nous, on a gardé des contacts assez fréquents et familiers avec l'Italie. Et moi, j'ai épousé une femme italienne, et voilà. Et, bon, et je peux dire encore une chose sur cette familiarité avec l'Italie. Moi, j'ai découvert la littérature, la poésie en Italie, pas en Suisse. Je me souviens quand j'avais 15 ans, je suis né en 40, et j'ai découvert dans une vitrine d'une librairie de Como le livre Lyrica del Novecento. Et ça a été une découverte pour moi. Et j'ai commencé là à m'intéresser à la littérature. Il n'y a pas dans ma vie une personne qui m'a, disons, disons, qui m'a communiqué la passion pour la littérature. Ça a été ce livre-là que j'ai découvert dans une ville de Como, à l'écrit. Oui, en effet, je voulais lui demander à propos de sa formation, parce que je sais que bon, il raconte souvent des origines humbles de sa famille. Il n'y avait pas beaucoup de livres donc, dans la famille. Et il a étudié à l'école magistrale de Lucarne, et puis l'université, par contre, c'était à Fribourg. Et j'ai lu qu'il lisait, comme on fait nous aussi dans nos cours de littérature ici à Montpellier, Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Pratolini. Donc le néoréalisme, c'était aussi pour vous des lectures en italien. C'était le néoréalisme italien. Alors j'ai étudié à l'école scuola magistrale de Locarno. Et là, quand j'avais 15 ans, j'ai perdu mon père et j'ai découvert la littérature. J'ai rencontré la littérature. Je me suis un peu réfugié dans la littérature, vous savez, il y a la perte du père. Et je me souviens que j'allais à l'école normale, je me réfugiais dans le Galta, on dit Galta, il solaio, avec un livre de Cesare Pavese, Laura Stanca, c'est un livre de poèmes qui raconte des histoires. Moi j'aime la poésie qui raconte des histoires. Je ne suis pas un malarmin, je suis plutôt un poète qui est prêt à la prose. Mais il y a tout un courant dans la littérature, ce n'est pas moi qui ai inventé cette manière de faire. Il y a tout un courant dans la littérature du 20e qui, à partir de Guido Gozzano, par exemple, Cesare Pavese, et les poètes qui écrivent en patois. Moi j'aime beaucoup. Moi je suis bilingue, italien et patois, et puis je parle un peu français. Et
Et alors, j'ai une sensibilité plutôt pour la poésie, le côté qui est près de la prose, qui raconte des histoires, qui communique avec le lecteur, qui essaye de communiquer avec le lecteur. Et je vous disais, j'ai découvert ça à l'école normale, à Locarno, et je me vois encore que en lisant les poèmes de Cesare Pavese, seul. J'ai découvert ça, c'est ce langage qui n'est pas le langage de tous les jours, qui est un langage spécial, une complicata semplicità. Et mon premier livre a été un livre de poèmes, en 69. J'ai commencé avec la poésie. Et ensuite, je suis passé à la prose, mais j'ai toujours gardé ces deux disciplines, la prose et la poésie. Et puisqu'on parle des arts un peu en général, si je vous dis musique, ou plutôt peinture, ou cinéma, est-ce que vous avez quelque chose à laquelle, ou quelqu'un à qui vous avez fait référence? Oui. Oui, d'accord, oui. Je veux reprendre la question précédente. Vous avez parlé, Paola, du néoréalisme. Oui. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé les livres de Bertolini, par exemple, un écrivain peut-être qu'on dit pas beaucoup aujourd'hui. Giuseppe Pavese, Beppe Fenoglio, un grand écrivain, Beppe Fenoglio, et Pasolini aussi, Ragazzi di vita di Pasolini. Alors, ça a été la saison de mes découvertes littéraires, l'adolescence. L'adolescence, c'est la jeunesse jusqu'aux années 60. Après, il y a eu en Italie une explosion de la néo-avanguardia, c'est-à-dire une tendance expérimentale de la littérature, expérimentale, intéressante, mais je n'étais pas convaincu que je lisais les livres des néo-avant-gardistes, mais j'aimais mieux les autres, les réalistes. Et dans ma poétique, il y a toujours cette attention pour la réalité, oui. Je ne peux pas écrire sans avoir eu une expérience dans la réalité, dans la vie quotidienne, ou la mienne, ou celle des personnes que je rencontre, qui me racontent leur histoire. Par exemple, mon premier livre, quand je suis passé à la prose, j'ai écrit un livre qui était fait de documentation, d'histoires racontées par d'autres personnes à moi. Par exemple, ma mère. Ma mère était une ouvrière était une cigarière, elle travaillait dans les fabriques de cigares. Elle me racontait sa vie, et moi j'écoutais ces histoires, j'ai voulu les sauver. Et j'ai écrit une nouvelle, un conte, je ne sais pas comment dire en français, la différence, un récit, sur la vie des ouvrières de fabrique. Pourquoi pas, j'aime ça. Et j'ai écrit même, dans le premier livre de prose, il y a ce récit-là, il y a un récit qui parle d'un hors-la-loi du 19e siècle qui a vécu dans la région Angevine, sur lequel je me suis documenté aux archives. Voilà. Mais toujours, j'avais besoin de lire les phrases qu'ils avaient prononcées parce qu'ils avaient été arrêtés, c'était une histoire un peu compliquée, et ils avaient été interrogés par le juge, et c'était analphabète la plupart. Et j'ai rencontré ces mots dans les archives, dans les documents. J'étais fasciné par ces mots. Alors, je peux ajouter, pour répondre encore à la question, mon grand-père, le père de ma mère, était un analphabète, il ne savait pas écrire. Et pour moi, cette chose-là a toujours été une chose importante pour ma vie. Un homme qui a encore au 20e n'est pas allé à l'école. Moi, j'ai été le premier qui a eu accès à l'université. Et pour moi, c'était une chose importante, de pouvoir parler même pour ceux qui ne pouvaient pas parler. Exactement. Et on parlait donc vous parlez souvent aussi des arts décoratifs, oui, dans la poésie, donc peinture ou cinéma et arts décoratifs. Je sais que vous vouliez nous
faire écouter un premier poème. Alors, on vous lit, je lis, on vous lit, parce que mon ami Pascal lira en français avec une parfaite prononciation, et moi je lirai en italien. Un poème qui m'a été inspiré par une grande artiste allemande, Käthe Kollwitz. Merci. D'abord, on la lit en français, comme ça vous comprenez mieux, vous savez de quoi on parle, et après, Bertonis il va nous la lire en italien. J'ai vu, pour Käthe Kollwitz, j'ai vu dans l'enfant de Somme qui traîne une charrue de bois, le sous-homme qui tire la vie avec les dents, aujourd'hui, à 2 pas d'ici. J'ai vu dans la bouche du garçon qui crie contre la guerre boucherie, le cri des massacrés, aujourd'hui, à 2 pas d'ici. J'ai vu dans l'ouvrière au châle bleu, dans la lumière qui effleure son visage, la lumière des femmes outragées, aujourd'hui, à 2 pas d'ici. J'ai vu dans la main de la mère qui en vain enveloppe son fils mort, la main des mères des piétinés, aujourd'hui, à 2 pas d'ici. J'ai vu, entre la peau et la chemise des tisserands en marche, se frayer un chemin, la voie des damnés de la terre, aujourd'hui, à 2 pas d'ici. Que devrons-nous voir encore, Käthe, sœur de douleur, pour que les fruits des semailles n'aillent plus au moulin, pour que la larve se transforme en papillon, l'homme fauve en homme. Voilà, j'ai pris ce poème à partir d'une gravure de Käthe Kollwitz. Alors, ho visto, per Käthe Kollwitz, ho visto nel bambino da Soma che trascina un aratro di legno il sottouomo che tira la vita coi denti, oggi, a 2 passi da qui. Ho visto nella bocca del ragazzo che grida contro la guerra macellaia il grido dei morti ammazzati, oggi, a 2 passi da qui. Ho visto nell'operaia con lo scialle blu, nella luce che rade il suo viso, la luce delle donne oltraggiate, oggi, a 2 passi da qui. Ho visto nella mano della madre che vanamente avvolge il figlio morto, la mano delle madri dei calpestati, oggi, a 2 passi da qui. Ho visto tra la pelle e la camicia dei tessitori in marcia farsi strada la voce dei dannati della terra, oggi, a 2 passi da qui. Che cosa dovremo ancora vedere, Käthe, sorella di dolore? Perché i frutti da semina non vadano più alla macina, perché la larva si trasformi in farfalla, l'uomo bestia in uomo. Donc, c'est quand que vous avez décidé d'écrire? Est-ce que c'était vraiment depuis tout jeune? Je commence à écrire dans l'adolescence. Dans l'adolescence, c'est l'âge où on découvre tout, presque tout, l'amour, la politique, la littérature, quelquefois la religion. Et pour moi, ça a été la littérature. J'ai commencé dans l'adolescence. Et puis j'étais indécis, mais je me souviens que je regardais par la fenêtre de la chambre, de la maison où j'habitais à Chiasso. Alors, un soir, je vois un homme qui passe, un ouvrier qui passe avec le sac. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il pense, cet homme-là? Je voulais être un peu entré dans sa tête. C'était tout pour moi essayer d'être quelqu'un d'autre, de vivre une autre vie. Et j'ai toujours suivi cette politique de la rencontre avec l'autre. Et des fois, je écris des poèmes comme des monologues, c'est-à-dire il y a dans mes livres des poèmes qui racontent la vie d'une personne, mais en première personne. Moi, je suis l'autre. J'essaie de faire comme ça. À l'heure actuelle,
actuel, donc vous êtes, j'ai lu même le plus connu, mais l'un des plus connus de la Suisse italienne. Et ça, grâce aussi aux traductions. Donc vous êtes rentré dans les autres régions linguistiques. Mais j'ai vu que vous aussi, vous faites de la traduction. Donc, quelles sont vos principales traductions du français? C'est vrai. Alors j'ai découvert un poète, un grand poète, qui s'appelle Gustave Roux, que vous connaissez. Il écrit en prose, mais il fait de la poésie. Il est par exemple contemplé dans la collection de Séguer, poète aujourd'hui. Et j'ai traduit un livre qui s'appelle Le petit traité de la marche en plaine. Alors Gustave Roux, il habitait dans la région de Lausanne, le canton de Vaud. Il est mort en 76. On ne dit pas en français 76, il dit 76. Et il est mort, et bon, il a eu une vie assez... C'était un homme isolé, différent. Et même point de vue sexuel, tout ça. Moi j'ai aimé sa façon de voir le monde d'une façon un peu à côté. Il vivait une vie à côté. Moi je suis différent de lui, mais j'ai été fasciné par sa façon de vivre la poésie. Et tard, j'ai commencé à lire les œuvres de Gustave Roux dans la maturité. Parce que je vous ai dit que ma poétique est plutôt projetée au dehors. Mais avec la vieillesse, je me suis un peu, comment on peut dire, renfermé dans moi-même. Alors, la poétique descend vers soi, qui est la poétique des poètes romans, de la Suisse française plutôt. Je ne sais pas en France, quelle poétique, mais on ne peut pas dire qu'il y a une poétique pour un pays, mais la tendance principale que je connais dans la littérature suisse romande est plutôt une poétique de l'intériorité. Et Gustave Roux a une poétique comme ça, même s'il décrit les paysages et les hommes qu'il rencontre, mais il s'interroge. Et avec le temps, moi aussi, je me suis interrogé, et c'est pour ça que j'ai choisi de traduire ce livre-là avec le titre Del camminare in pianura, le petit traité de la marche en plaine, Del camminare in pianura. Ça, c'est pour la traduction de comment rendre un titre, le petit traité de la marche en plaine, en italien. Moi, j'ai décidé de traduire Del camminare in pianura. Le traité, il est... J'ai exclu le mot traité, et j'ai fait Del camminare in pianura. Et l'autre livre que j'ai traduit, sur commission, on m'a demandé, j'ai dit oui. On m'a envoyé un livre d'un prêtre qui a cessé d'être prêtre, il s'est marié, et il est devenu employé des pompes funèbres. Et il a écrit 100 poèmes sur les morts. Alors, j'ai été fasciné par cette histoire. J'ai lu, et j'ai dit, oh oui, j'ai traduit, parce que j'aime beaucoup ce livre. J'aime la vie, mais là, il y a... Ce n'est pas un livre mortuaire, c'est un livre de quelqu'un qui observe qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Il y a les hommes qui arrivent, les parents, les amis, et lui, l'employé des pompes funèbres, il décrit ça. Et il a fait un livre, selon moi, qui a un intérêt plutôt sociologique ou anthropologique, mais même poétique. Parce que je n'ai jamais trouvé un livre comme ça qui parle de la mort de cette façon-là humaine. J'ai traduit en italien. Le livre s'appelle la mort brute. Et l'auteur est Charles Bertuzzo, qui est un homme du Valais. Il est mort maintenant. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu sa copine. Et voilà, c'est les deux principales traductions que j'ai faites. Et puis j'ai traduit même quelques poèmes de Nicolas Bouvier, grand écrivain, qui a écrit des poèmes merveilleux. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Pour venir donc à vos œuvres,
avant de parler de votre poésie ou de votre prose, quel est le rôle ou le but de la littérature? Ouh là là. Ouais, je pense que quand je parle de poésie, je pense toujours à la définition de Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, qui dit la poesia come il sorriso, come il sorriso, aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. Alors, Giacomo Leopardi, il cite Sterne, le grosso Sterne, qui est un poète, un écrivain anglais, mais il dit la poesia, come il sorriso, aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. Alors, pour moi, la littérature et la poésie, surtout la poésie en général, la littérature, pas la littérature qui a une valeur littéraire, nous fait vivre plus intensément la vie, nous aide à vivre plus intensément la vie. Et voilà, j'essaie de faire comme ça. La fonction c'est peut-être de nous rendre plus humains. Je dis, quand j'ai lu le texte sur Goethe Corvis, trasformare l'uomo bestia in uomo, je suis un peu, sono un illuso, mi si dice illuso, c'est difficile de traduire, hein? Je crois, c'est un peu ingénu, naïf, je crois encore que la littérature peut améliorer. Non, je suis encore de la vieille école, de ceux qui croient. Alors il faut avoir des solutions dans la vie. Oui, donc c'est aussi quelque chose, j'ai lu, qui aide à mieux comprendre le monde. Oui. La littérature. Et par exemple, j'ai vu que même José Fontana, dans la première partie du livre, il parle et discute aussi de littérature. Donc c'est quelque chose pour connaître le monde et à diffuser et pas à nous faire renfermer ou participer à une simple confrérie. Non, non. Oui, ça, on entre dans la prose maintenant. Non, c'était juste pour citer. Je voudrais parler d'abord vraiment de la poésie. Albertonesi, dans cette anthologie, mais aussi dans les autres recueils de poèmes, nous dévoile une humanité entière. C'est vrai que bon, pour lui, le travail et le travail des humbles, c'est très important. Et donc, il nous parle d'une maestrine, la jeune institutrice. Il nous parle de la sœur du meunier. Il nous parle même d'une maison en démolition. Il nous raconte beaucoup sur les amis, sur la famille et aussi, bien sûr, sur la nature. Mais oui, quelquefois, il rajoute aussi de l'ironie. Et par exemple, dans un poème, vous parlez même d'un shopping center. Donc, effectivement, c'est une poésie, quelquefois une poésie lyrique, quelquefois c'est vraiment une poésie narrative. Et narrative, communicative. Donc, pourquoi surtout, vous l'avez senti dès le début, de vous sentir plus proche, plus à l'aise en écrivant de la poésie. Avec la poésie, on peut rejoindre tout le monde. Vous pouvez même répondre à des lettres. Oui, ma poésie est une poésie d'occasion. Par exemple, j'ai fait un mois, on peut dire un exemple. J'ai vécu un mois à Saint-Nazaire, dans la maison des écrivains et des traducteurs. Et j'étais là seul, et alors j'ai écrit une lettre à ma fille, par exemple, pour faire un exemple. Ça, c'est une poésie d'occasion. On peut la lire, comme ça on va voir qu'est-ce que j'aime pour poser. Répondant de Saint-Nazaire à une lettre d'Antonio. Des souvenirs. La seule chose que nous ayons, m'as-tu écrit par un soir de septembre. Ils sont déjà pour moi des souvenirs. Ces jours passés à 1000 kilomètres de chez nous,
au-dessus d'un port de mer ou à bord de les transatlantiques, et où une drague passe patiente pour sonder le fond. Je ne sais où je vais, fille qui cherche une lumière et qui t'étonne du monde des avides. Je puis seulement te donner la force de mes yeux qui ne cèdent pas devant l'obscurité. Un jour, quand eux aussi seront un souvenir à l'intérieur de toi, dans un coin, puisse-t-il briller comme l'eau tranquille où se reflète la frondaison d'un arbre. Rispondendo da Saint-Nazaire a una lettera di Antonia. Antonia, j'ai deux filles, Antonia et Vita. Alors des fois, quand j'écris un poème pour une fille, je fais attention d'écrire quelque chose même pour l'autre, parce que on crée des équilibres familiaux. C'est pas facile. Rispondendo da Saint-Nazaire a una lettera di Antonia. J'ai même des poèmes pour Vita. J'en dis un peu après. Rispondendo da Saint-Nazaire a una lettera di Antonia. I ricordi, l'unica cosa che abbiamo, mi hai scritto una sera di settembre, e già per me sono ricordi questi giorni passati a 1000 chilometri da casa, sopra un porto di mare dove approdano i transatlantici e dove una draga passa paziente a scandagliare il fondo. Io non so dove vado, figlia, che cerchi una luce e ti stupisce il mondo degli avidi. Io posso solo darti la forza dei miei occhi che non cedono di fronte al buio. Un giorno, quando anch'essi saranno un ricordo, dentro di te, in un angolo di te, possano brillare come l'acqua tranquilla in cui si specchia la fronda di un albero. Pour venir cette fois à la prose, vous cherchez la poésie? Non, mais ça m'étonne. Le poème pour vite. J'ai vu que au début, vous aimez parler de la réalité historique locale, mais oui, effectivement, vous ne restez pas enfermé dans le mur du local. Après le local, très souvent, vous partez vers l'universel. J'essaye. Ouais. Mais oui, déjà, j'avais écouté. Oui, c'est vrai, j'aime la citation de Michel Torga, qui est un écrivain portugais, qui dit « L'universal è il locale meno i muri ». L'universal è il locale meno i muri. Moi, je ne peux pas faire... Je dois partir de la réalité que je connais, personnellement, mais j'aimerais bien aller en dehors des murs, parce que les murs, c'est une chose terrible. L'Europe aujourd'hui, c'est le danger de l'Europe et du monde, les murs, qu'on bâtit partout. Et par exemple, je fais un exemple concret. J'écris un petit roman, j'écris un peu bref, je ne fais pas les... J'écris un livre, un roman sur un homme qui est parti du canton du Tessin, d'un village près du mien, qui s'appelle Capio. Moi, j'habite dans la vallée di Mugio, près d'Italie, comme je vous avais dit. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un homme au XIXe siècle qui est parti, qui est allé à Suisse romande, au Locle. Il est devenu horloger, et puis il est à Lisbonne, il est devenu révolutionnaire. Et puis il a fondé avec d'autres le Parti socialiste portugais. Et puis il a eu une histoire dramatique, il s'est tué parce qu'il était malade. Alors je me suis documenté sur cet homme-là, parce qu'il était parti de la vallée où je vis, et il a eu une histoire très intéressante. Moi j'ai eu une vie banale, j'ai fait l'enseignant, j'ai écrit quelque chose, mais lui il avait fait cette vie intéressante pour les autres. Parce qu'il avait dédié sa vie aux ouvriers. Et j'étais fasciné par ce personnage-là, j'ai écrit un petit roman. Avant de lire une partie, je voudrais juste vous le présenter un instant. Donc, je vous assure, c'est de réflexion en continu sur l'art, sur la littérature, il y a les théories de Proudhon,
il y a la peinture de Gustave Courbet, il y a Les fleurs du mal. Et quand j'étais en train de lire des commentaires et des critiques au livre après l'avoir lu, j'ai trouvé un commentaire qui l'expliquait mieux de comment je peux dire. Et en effet, il disait: il y a toute l'Europe dans ces pages. Il y a tout le 19e siècle, le siècle des rêves, des espoirs, de la prise de conscience de la classe ouvrière. Il y a les premières révoltes populaires et paysannes, les légendes des paysans tessinois, les horlogers du Jura. Il y a la Commune de Paris, les discours de Bakounine, la découverte des fleurs du mal de Baudelaire, Proudhon, Marx, Gustave Courbet, la lutte entre réalistes et républicains, les contrebandiers italiens, les cercles ouvriers portugais. Et il terminait en disant qu'il apparaît comme un roman historique, mais en effet, il n'est pas seulement un roman historique, ça continuait, un livre moral et profondément actuel, toujours à la recherche d'un changement positif pour l'humanité. Donc, il parlait de Joseph Fontane. Oui, merci. Parce que dans le livre, c'est moi-même qui me mets en scène, comme écrivain qui va à Lisbonne pour connaître Joseph Fontane, qui n'était pas très connu chez nous. Et lui, il me dit: Joseph Fontane, j'imagine, qu'est-ce que tu fais là? J'imagine de le voir du cimetière. J'ai fait un séjour à Lisbonne, près du cimetière où il était enseveli. Et j'imagine qu'il me questionne: qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu veux me raconter mon histoire? Alors, c'est moi-même qui entre, il y a 7 pages dans lesquelles il me questionne. C'est une façon de m'interroger moi-même sur la fonction de la littérature et sur ma fonction d'écrivain. Mais alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Aujourd'hui, j'ai rencontré Courbet et Baudelaire, même à Montpellier. J'ai été au musée Favre et j'ai vu ce merveilleux tableau de Courbet sur Baudelaire. Et j'ai vu d'autres tableaux de Courbet, parce qu'il y a même Courbet dans la question du réalisme. Oui. Vous savez, qui m'interroge moi-même aussi. Mais on veut lire les premières 2 pages. Alors, mon ami Pascal commence. Je m'appelle Rose, j'ai 31 ans. Je suis libraire à Lisbonne. Je suis tuberculeux et je veux changer le monde. Pendant longtemps, j'ai cru être le saint représenté dans l'abside de l'église du Saint-Sauveur, dans le village qui m'a vu naître. Je galopais sur mon cheval blanc et je transperçais de ma lance la gueule du dragon. C'était une gueule qui béait à côté de l'autel majeur, et elle appartenait à un lézard géant, à crête qui, dans les sermons du dimanche, représentait le mal. La foi, c'était le bien. Le lézard géant, le mal. Voilà. Vous avez vu que c'est une espèce de journal que j'imagine écrit par Joseph Fontane. C'est une invention à moi, naturellement. J'imagine qu'il écrit un journal. Mi chiamo José, ho 31 anni, faccio il libraio a Lisbona. Sono malato di polmoni e voglio cambiare il mondo. Per tanto tempo ho pensato di essere il santo raffigurato nell'abside della chiesa del Salvatore, al paese che mi ha visto nascere. Correvo sul mio cavallo bianco e infilavo la lancia nelle fauci del drago. Erano fauci spalancate accanto all'altare maggiore e appartenevano a un lucertolone con la cresta che nelle prediche della domenica rappresentava il male. La fede era il bene, il lucertolone il male. E io San Giorgio sul cavallo bianco. Ora voglio raccontare quel sogno. Et moi, j'étais Saint-Georges sur son cheval blanc. Maintenant, je vais vous raconter ce rêve. Ma librairie est la plus ancienne de la ville, au service de la culture depuis 1727. Pendant la journée, je sers mes clients, je m'assieds à mon bureau ou je vais dans mon dépôt de Rua de Figueira. La soirée est consacrée à la politique. La mia libreria è la più antica della città, dal 1727 al servizio della cultura.
Di giorno servo i clienti, siedo alla scrivania o vado nel magazzino di Rua de Figueira. La sera è per la politica. In libreria viene spesso Issa de Queiroz, il compagno Issa. Siamo diventati amici e leggo sempre i suoi fogliettos. Quando esce la gazzetta corro a comprarla, ritaglio l'articolo. Ecco, proprio qui sulla scrivania ho una sua frase che mi piace. Ogni piede vorrebbe essere ala. Issa de Queiroz vient souvent à la librairie, le camarade Elgia. Nous sommes devenus amis et je lis toujours ses folletins. Lorsque la Gazeta sort, je cours l'acheter, je découpe l'article. Voilà, il y a justement sur mon bureau une phrase qui me plaît. Chaque pied voudrait être l'aile, elle. De mon poste, je vois les passants de Rua do Queiroz, enfermés chacun dans son silence. Certains après-midi, lorsque l'orgue de barbarie de l'aveugle ou du coin se tait et que la librairie est déserte, je pense, le monde n'est que mélancolie. Dal mio posto di lavoro vedo i passanti di Rua do Chadu, ognuno rinchiuso nel suo silenzio. Certi pomeriggi, quando tace anche l'organetto del cieco all'angolo e la libreria è deserta, penso, in modo di malinconia, il piede vorrebbe essere ala, ma non ce la fa. Resta a terra mentre una cenere si deposita sulle cose, specialmente in autunno, in primavera, le stagioni di passaggio, il mese di maggio, quando i fiori sono le illusioni che poi ottobre porterà via. Pourquoi j'ai décidé de tenir un journal et de raconter mon histoire? Je ne sais pas, je me le demande. Peut-être parce que la tache humide qui envahit mes poumons me change aussi le cerveau. La maladie transporte avec elle questions et souvenirs. Perché ho deciso di tenere un diario e di scrivere la mia storia? Non lo so, me lo chiedo. Forse perché nei miei polmoni la macchia umida dilaga e mi sta cambiando anche la mente. La malattia porta con sé domande e memorie. Mi piacerebbe capire qualcosa della mia vita. Per esempio, che cosa mi ha spinto a far entrare gli altri dentro di me. Non parlo di libri, bensì di persone, operai, donne di fabbrica. I libri fanno compagnia, gli uomini feriscono. Ma che cosa vale più dell'uomo? Les livres sont des compagnons, les hommes blessent. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur que l'homme? C'est peut-être que l'indignation qui m'a décidé. L'indignation face au mal sur terre. Quiconque passe dans la rue se reflète dans mon miroir secret. Inutile de me bercer d'illusions. Je suis comme lui, je suis lui. Forse è l'offesa che mi ha fatto decidere. L'offesa per il male sulla terra. Chiunque passi per strada si riflette nel mio specchio segreto. Non posso far finta di niente. Io sono come lui, io sono lui. Je veux écrire pour tenter de freiner le temps qui, pour moi, est en train d'accélérer sa course. Écrire, peut-être veux-je faire concurrence à tous les écrivains qui me regardent depuis les étagères. Une lucidité nouvelle dilate ma vie à l'envers, allonge mes journées en arrière. Et les choses du village où on est né brillent dans le souvenir, comme la lame de la faux dans les mains du faucheur. Voglio scrivere per tentare di frenare il tempo che per me ha accelerato la sua corsa. Scrivere. Forse voglio fare concorrenza a tutti gli scrittori che mi guardano dagli scaffali. Una nuova lucidità mi fa dilatare la vita a ritroso, allunga i miei giorni all'indietro e le cose del paese dove si è nati brillano nel ricordo come la lama della falce nelle mani del senatore. Et maintenant, Milo. Milo contient 18 histoires de résistance et de la résistance. Le livre est divisé en deux parties et le passé et le présent se rejoignent et donnent vie à une mosaïque d'histoires. Les pièces du mosaïque sont des hommes et des femmes qui ont vécu en général des vies fragiles. Donc il y a des histoires de la Suisse des frontières, toujours une zone frontière
particulier, et aussi l'Italie, la partie d'Italie est une partie des marges. Donc, il y a pour chaque nouvelle, pour chaque petite histoire, une note différente, mais un dénominateur commun. Et si pour la semaine prochaine, peut-être c'était surtout la solidarité, cette fois c'est plutôt le courage et la dignité humaine. Oui, voilà. Alors pourquoi Milo? Je vais expliquer cela. Parce qu'il y a... j'ai découvert la littérature par toujours une découverte. J'ai découvert qu'il y avait un partisan de Wanda Rost qui s'appelait Émile Lexer. Moi, ma femme était à une racine valdôtaine. Et quand j'allais à vacances au Wanda Rost, je me suis un peu documenté sur la résistance au Wanda Rost. Et j'ai découvert ce personnage extraordinaire qui s'appelle Émile Lexer, qui a eu une histoire dramatique. Il a été à la tête d'une bande partisane et puis il a été tué. Et j'ai voulu écrire ça. Milo était le nom mignolo, je ne sais pas comment dire français, de Émile Lexer. Et voilà, j'ai vu cette histoire, parce qu'il était grandi, il avait grandi à Vevey, en Suisse. Alors il y a toujours une raison particulière pour écrire. Il y a toujours des choses qui se rattachent à ta vie. Quand tu écris, même tu choisis d'écrire une histoire, il y a toujours des raisons personnelles qui sont attachées à ce choix. Je ne sais pas, on peut lire quelques lignes du premier récit. Oui, moi je voudrais, comme ça pour terminer avec la lecture, je voudrais vous demander donc quelle est la genèse de ce livre, parce que à part l'histoire éponyme, donc Milo qui donne le nom au livre, après Salvatore, Giustina et les femmes de Genève et le marteau de Tchekhov qu'on verra plus tard. Mais quelle est la genèse et ce qui unit toutes ces histoires complètement différentes? Oui, comme vous disiez, la première partie est plutôt du Wanda Rost, où j'ai fait des expériences, j'ai des connaissances, mais elle parle même de Genève. Il y a une histoire qui parle de deux femmes de Genève. J'ai écrit ce récit avec ma fille. Parce que ma fille, Vita, qui a étudié à Genève, elle a connu deux femmes qui étaient analphabètes, plutôt et elle a parlé avec elle. Et moi, j'ai été frappé par cette histoire et j'ai fait en collaboration avec ma fille. Elle m'a aidé à écrire. Moi, j'aime écrire avec les autres. Elles sont deux histoires magnifiques, les femmes de Genève, j'adore. Et puis, il y a même une histoire, il y a toujours des histoires qui parlent, il y a par exemple Salvatore. Salvatore est une garde frontière italienne qui a sauvé des Hébreux, des Juifs, et qui habitait près dans la vallée où j'habitais. Et même là, j'étais fasciné par ce personnage qui a donné la vie pour les autres. Dans ce temps où il y a l'antisémitisme terrible, même en France, je ne peux pas supporter cette chose-là. Et dans la deuxième partie, il y a plutôt mon pays, le pays de frontière, la Suisse italienne, et il y a mon père à la fin. Exactement, Forever. Forever, il y a mon père. Et voilà, il y a d'autres choses. Non. C'est une espèce de mosaïque d'histoire. Oui. Vous vouliez lire le premier des... Parce que la comédie n'a pas réussi à obtenir les livres en français. Donc, d'accord. Et sinon, une partie de ça, et vous lisez la première du petit... Le marteau de Tchekhov. Alors, Milo. Je cite René Char, dans les feuillets d'Hypnos, qui dit « Résistance n'est qu'espérance. Résistance n'est qu'espérance. » Vevey, 3 febbraio 1934. Allora,
je décris la mère de Milo, qui vit a Vevey. Josefina Veric cammina veloce lungo il Lemano battuto dal vento. Sui sassi della riva si infrangono le onde. Un aspro rumore di risacca accompagna i suoi pensieri. Risacca, risata spietata, la disoccupazione dilaga. Cosa farà quel povero figlio in prigione a Losanna? Avrà freddo? Ha già 23 anni, ma è sempre il suo bambino. Si accavallano le onde nella mente della donna che lotta con il vento. Si è lasciata alle spalle 2 leoni di pietra che sputano acqua nella fontana della Place Orientale, dove vive in 2 locali. Sola, ora che il suo Milo è in prigione. Voilà. C'est le début du récit. Et comme votre poésie est souvent narrative, votre prose est tellement musicale qui semble vraiment poétique. J'essaie, oui. J'aime la contamination, contaminer la poésie avec la prose. Alors, quand j'écris, la poésie pure me donne du mal à la tête. C'est vide. Alors j'aime contaminer les genres. Et voilà. Donc, on termine les lectures par le raconte la petite histoire. Donc, le marteau de Tchekhov. Alors, excusez-moi, Fais comme chez toi. on improvise un peu. Alors, le marteau de Tchekhov, il martelletto, dicevo, c'est une mosaïque de prose brèves qui sont faites par d'observations que je fais dans la réalité que je vois. Par exemple, dans le premier qu'on vous lit maintenant, c'est une scène que j'ai vue près de moi, près de la maison où je vis. C'est une petite chose comme ça. Ils ont arrêté un gars. Il est là contre le mur, je le vois. Il a les mains derrière le dos, menotté, comme un assassin. Alors que c'est seulement un gars qui a fui son pays. Un Albanais, un Roumain, que sais-je. Il regarde le sol, baisse les yeux comme un qui se sent pris en faute. Il ne dit rien. Personne ne lui parle. Depuis combien de temps est-il là debout, devant Shepia? Depuis toute son enfance. Les 2 gardes-frontières paradent devant lui dans leur uniforme flambant neuf. À peine s'ils l'effleurent du regard. Ils ont l'air sûrs d'eux et bien nourris. Le chargeur bien huilé devant ce maigrichon désinvolte. Ils ont fait leur devoir, sourient, échangent des bons mots, vont et viennent en parlant dans leur portable. À l'intérieur de la voiture stationnée juste à côté, un chien-loup aboie. Le gars épouvanté reste tête baissée. Il pense à sa misère, au passeur qui l'a laissé tout seul dans la forêt, au monde qui le laisse seul dans cette grisaille. Passe une femme qui sourit aux gardes. On dirait qu'elle porte l'uniforme, elle aussi. Et puis, arrive le fourgon. Il en descend un type qui prononce une phrase en dialecte. Le gars lève la tête et, toujours menotté, monte dans le fourgon foncé. Je l'épie de ma fenêtre, impuissant. Demain, je l'aurai oublié. Hanno arrestato un ragazzo. È là contro il muro, lo vedo. Tiene le mani dietro la schiena, in manette. Come un assassino. Invece è solo un ragazzo scappato di casa. Un albanese, un rumeno, chissà. Guarda per terra. Tiene gli occhi bassi come chi si sente in colpa. È muto. Nessuno gli parla. Da quanto tempo è lì in piedi davanti alla casa della Pia? Tutto il tempo della sua infanzia. Le 2 guardie di confine gli passeggiano davanti nella loro divisa fiammante. Lo sfiorano appena con lo sguardo. Hanno l'aria sicura e ben nutrita, disinvolti. Hanno fatto il loro dovere, sorridono. Si scambiano battute, passeggiano avanti e indietro e parlano nel telefonino. Dentro la macchina parcheggiata lì accanto un cane lupo abbaia. Il ragazzo spaventato tiene la testa bassa, pensa alla sua miseria.
al passatore che l'ha lasciato solo nel bosco, al mondo che lo lascia solo in questo grigiume. Passa una donna e sorride alle guardie. Sembra che porti una divisa anche lei. Poi giunge il furgone, ne scende uno che dice una frase in dialetto. Il ragazzo alza la testa e sempre in manette sale sul furgone scuro, lo spio dalla finestra, impotente. Domani l'avrò dimenticato. Donc, on a presque utilisé tout notre temps, donc il vous reste quelques minutes si vous voulez poser quelques questions. Sinon, on vous lit un dernier poème. C'est pas ma fille, c'est une fille. Non, c'est seulement le souvenir d'une fille que je n'avais pas aimé, de l'amour manqué. En souvenir d'Elena. Et ton souvenir est une branche de fusain cueillie un après-midi de septembre. Un amour qui n'a pas été, sur la voie de garage, un wagon couleur de rouille. Et je revois ton visage en amande, sur le sentier des pas éberlués. Notre âge était une jeunesse maladroite, en quête d'un mot, d'un parfum, d'un ciel où nous aimer. Si j'agite le kaléidoscope des immortels, tout est possible. Je suis Rimbaud, et nous fuyons ensemble sur un wagon de marchandises. In memoria di Elena, il tuo ricordo è un ramo di fusaggine colto un pomeriggio di settembre, un amore che non c'è stato, sul binario morto un vagone colore della ruggine, e rivedo la mandorla del tuo viso sul sentiero dei passi trasecolanti. La nostra era una goffa giovinezza in cerca di una parola, di un profumo, di un cielo dove amarci. Se muovo il caleidoscopio dei semprevivi, tutto è possibile. Io sono Rimbaud. Insieme fuggiamo via su un carro merci.